Donc, je suis le docteur Jean-Baptiste Méric, je suis oncologue médical et directeur médical du centre hospitalier de Vigny dans l'Essonne. Donc, le cancer colorectal, c'est effectivement un cancer fréquent. On considère qu'on a en France, tout cancer confondu, 436 000 nouveaux cas par an et à peu près 150 000 morts par an. Et parmi ces cancers, il y a donc le cancer colorectal avec effectivement un peu plus de 45 000 nouveaux cas et près de 17 000 décès, avec une répartition assez homogène dans les deux sexes, hein, avec 21 000 cas chez la femme et 26 000 cas chez l'homme. Ce qui veut dire que ça représente dans les deux cas à peu près la même proportion et que ça arrive dans les trois premiers cancers incidents dans les deux sexes. Donc c'est quand même quelque chose d'important, avec une incidence qui est globalement à peu près stable sur les dernières années, un petit peu en positif chez la femme, un tout petit peu en négatif chez l'homme, et avec environ 10% des décès chez l'homme, 15% chez la femme, des décès par cancer. Donc c'est quand même une vraie problématique de santé publique. C'est un cancer qui a la réputation d'être dans les cancers finalement d'assez bons pronostics, parce qu'on met souvent dans les quatre cancers fréquents, sein, côlon, poumon, prostate, qui font à peu près 50% de l'effectif des cancers. On identifie toujours le poumon comme celui qui est le cancer de mauvais pronostic, et puis globalement, les autres, c'est plutôt pas si mal. Alors, c'est vrai, et en même temps, quand on regarde la survie à 5 ans des cancers et qu'on prend la prostate, par exemple, on est à 93%. Quand on prend le sein, on va être au-delà de 85%. Et quand on prend le côlon, bah, on est quand même dans une classe un tout petit peu en dessous, entre 62 et 65%, selon qu'on est chez l'homme ou chez la femme. Donc, ce n'est pas un cancer de mauvais pronostic au sens de la définition de cancer avec moins de 33% de survie à 5 ans, mais c'est quand même intermédiaire et ce n'est pas forcément un cancer qui n'est que de bons pronostics. Alors pourquoi cette question du pronostic? On le verra avec la question en fait, du stade au diagnostic et donc de l'importance du dépistage, puisqu'en fait, à un stade précoce, on a effectivement des survies à 90% à 5 ans et même des guérisons à 90%. On ne va pas forcément retrouver donc dans la population générale, mais notamment parce qu'on arrive trop souvent un petit peu tard dans le diagnostic. C'est un cancer dont les facteurs de risque sont connus, avec notamment le surpoids, l'alimentation trop calorique, l'alimentation riche en graisse animale, l'alimentation riche en viande rouge ou en charcuterie, avec des seuils à peu près clairs de 500 grammes de viande rouge par semaine et de 150 grammes de charcuterie par semaine à ne pas dépasser. Or, on a à peu près 2 tiers de la population qui est au-dessus de ces seuils, ce qui en soi contribue déjà à 5000 cas par an de cancers colorectaux. Si on y ajoute à peu près 5000 cas liés à l'obésité et au surpoids et 1000 cas liés à la sédentarité, on voit qu'on a déjà finalement pas mal de ces cancers qui sont évitables, hein. On considère que globalement, un cancer sur deux serait évitable en traitant les facteurs de risque comportementaux. Donc là, on a vraiment ce focus sur tout ce qui est nutrition. Mais attention, il ne faut pas s'arrêter là parce qu'il y a quand même un petit surrisque lié à la consommation d'alcool et un surrisque lié à la consommation de tabac, qui est un facteur favorisant des lésions précancéreuses coliques et des adénomes. Donc, voilà, ce serait facile de considérer que le côlon, organe digestif, c'est un cancer lié à des facteurs nutritionnels exclusivement. Ce n'est pas le cas. Il faut jouer sur les facteurs nutritionnels, mais il faut rappeler que les conduites de prévention générale, abstinence du tabac, limitation de l'alcool dans les repères, restent importantes en prévention du cancer colorectal. Alors effectivement, on a une chance avec le cancer colorectal, c'est cette histoire naturelle longue avec des lésions précancéreuses que sont les adénomes et le fait que 2 tiers des cancers ou des gros adénomes vont saigner, saignement occulte, mais qui va pouvoir être dépisté par un test de recherche de sang dans les selles immunologiques et qui permet donc le dépistage en population à risque intermédiaire, puisque pour les personnes à haut risque ayant par exemple un antécédent familial ou une maladie prédisposante, on va avoir un dépistage coloscopique.
Ce dépistage par le test dit donc FIT, Fecal Immunological Test, donc le test de recherche de sang dans les selles par dépistage immunologique. Ce test, c'est un test qui sauve des vies, hein, qui clairement est efficace, qui est simple, qui est rapide, qui se réalise tous les 2 ans chez les 50-74 ans, hommes et femmes. Là encore, beaucoup de représentations erronées dans la population, avec beaucoup de femmes qui considèrent, bah, pour nous, c'est la mammographie, pour les hommes, c'est le colorectal. Non, il faut lutter contre cette idée. Et une participation très faible en France, puisqu'on a 17 millions de personnes qui potentiellement seraient concernées par ce dépistage, et on en a un peu moins d'un tiers qui le réalise. Alors, pour plein de raisons. D'abord, comme tous les dépistages, par la peur de la maladie, la difficulté à se confronter avec l'idée d'un dépistage, tout ce qu'on peut imaginer. Aussi le fait que il faut quand même manipuler indirectement, certes, parce que le système est fait pour avoir pas de contact direct, mais enfin, il faut quand même manipuler ces selles et c'est pas quelque chose qui fait particulièrement envie aux patients. L'étape d'après, si le test est positif, c'est une coloscopie. Ça fait pas particulièrement envie non plus. Pour autant, euh, si on multipliait par 2 la participation, ce serait 6500 vies sauvées chaque année. Donc c'est quand même un message relativement fort. Et alors souvent, quand on dit ça, ça c'était une étude de l'Institut national du cancer, hein, qui avait fait cette modélisation en montrant que si on passait de 30 et quelques à 65% de personnes participantes, on sauvait 6000 vies en plus, on était coût efficace, enfin voilà, il y avait toutes les raisons de le faire. Et souvent, quand on dit ça, on a de la part des patients, voire de la part de certains collègues, l'idée de dire, oh, attendez, 65%, vous imaginez, c'est énorme, etc. C'est énorme et en même temps, c'est des taux qui sont atteints au Portugal, qui sont atteints aux Pays-Bas, qui sont atteints y compris dans des pays plus à l'est de l'Europe, comme la Pologne par exemple, y compris avec des dépistages mixtes, coloscopiques et FIT. Donc, c'est pas inatteignable en fait. Donc, il y a vraiment un enjeu de conduite du changement, de réponse aux questions de nos concitoyens pour se dire finalement, qu'est-ce que c'est que ce test, comment il peut être réalisé. C'était aussi l'enjeu de la mise à disposition du test. Il faut dire qu'en France, pour des bonnes raisons au départ, de vouloir médicaliser l'explication, on avait quand même rendu peut-être un peu trop complexe le fait de se procurer le test avec la nécessité d'aller chez son médecin traitant. On sait qu'on a quand même 20% de nos concitoyens qui n'ont pas de médecin traitant. On sait que de trouver un rendez-vous n'est pas facile. Donc, prendre un rendez-vous pour une action de prévention, c'est pas quelque chose qui aujourd'hui est dans les pratiques. Donc, à l'occasion d'un passage chez le médecin traitant, parler comme ça à brûle-pourpoint tout d'un coup du dépistage, c'est pas forcément simple pour les confrères, ça prend du temps. Donc, c'est vrai que là, maintenant, il y a eu une simplification de l'accès au test avec la possibilité de le récupérer en pharmacie directement, avec la possibilité de le commander en ligne sur un site internet. Il faut espérer que ça va permettre de doper un petit peu la consommation. Parce que c'est vrai que ça reste faible, ça reste stagnant, on n'a pas vraiment eu de décollage. Alors, dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers, il y a un objectif de 1 million de dépistages en plus, tout dépistage confondu de cancer d'ici 2025. Avec un peu de chance, on va y arriver, notamment parce qu'il y a une très bonne dynamique sur le dépistage cancer du col de l'utérus. Mais c'est vrai que sur le colorectal, on reste un petit peu à la peine. Ça veut dire que non seulement ce dépistage en population la plus large à risque intermédiaire ne fonctionne pas forcément très bien, mais ça veut dire aussi que comme on n'aborde pas le sujet, on n'en parle pas forcément non plus pour les personnes à haut risque qui ont des antécédents personnels de cancer, par exemple, au premier degré, ou qui ont des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et effectivement, là, il y a vraiment un intérêt à un dépistage coloscopique. Donc, vraie problématique de santé publique, pas simple à saisir. La responsabilité, elle est encore une fois celle de tous les soignants, c'est-à-dire de pouvoir aborder à l'occasion d'une discussion sur les facteurs de risque, à l'occasion d'une discussion sur des symptômes digestifs bénins, à l'occasion d'une discussion sur la prévention, de pouvoir aborder cette question du dépistage pour essayer qu'un maximum de nos concitoyens deviennent adhérents à ce dépistage. Ça reste quand même une vraie difficulté. Ce d'autant plus qu'on a en cancérologie aujourd'hui un discours sur l'innovation qui peut être un peu trompeur parfois, parce que les gens disent, bah oui, mais finalement,
il y a très peu de chances que je l'ai. Alors c'est vrai, hein, on n'a que 4% des tests qui sont positifs, et sur ces 4% de positifs, il y aura encore très peu de cancers. Donc les gens vont dire, bah oui, mais pourquoi je me prêterais un test de dépistage, puisque finalement, il y a très peu de risques que ce soit positif. Puis si c'est positif, bah, on fera les traitements, et maintenant, il y a des nouveaux traitements, ça marche très bien. Alors oui, il y a des nouveaux traitements, mais encore une fois, ils sont réservés en grande partie à un stade avancé de la maladie où le pronostic n'est pas aussi bon qu'à un stade initial. Et puis à un stade initial du dépistage, on peut dépister des adénomes, des lésions précancéreuses, les traiter pendant la coloscopie et éviter complètement la chirurgie et tous les autres traitements. Donc il y a quand même un vrai intérêt au dépistage. Ceci étant, cette idée qu'il y a une innovation, elle est vraie. Il y a des innovations dans le traitement des cancers colorectaux, plutôt au stade métastatique et relativement avancé qu'au stade local aujourd'hui, en sachant que on a dans les cancers colorectaux finalement des avancées qui sont des avancées partagées avec d'autres cancers. C'est historiquement d'abord les thérapies ciblées, que ce soit les thérapies visant les récepteurs à l'EGF ou que ce soit celles visant l'angiogénèse et qui sont maintenant intégrées de façon routinière dans l'ensemble des protocoles thérapeutiques, avec tout de même un bémol, ça fonctionne très bien au stade métastatique. Ça permet d'améliorer les durées de survie, ça permet d'améliorer l'opérabilité des métastases, ça permet d'améliorer la qualité de vie, mais ces techniques de thérapie ciblée ou d'anti-angiogénique, lorsqu'on a essayé de les amener un petit peu plus tôt dans la maladie, notamment dans les traitements adjuvants, eh bien, ça a été des échecs et on reste aujourd'hui sur la même chimiothérapie que celle qui avait été montrée la plus efficace en 2003 lors de la première publication, qui est la chimiothérapie par 6 mois de Folfox. Alors, on est plutôt dans une tendance de désescalade thérapeutique, de personnalisation, de réduire le temps de cette chimiothérapie dans les cas de meilleurs pronostics, mais on n'a pas changé radicalement de protocole de chimiothérapie et on n'a pas gagné des taux de guérison supplémentaires avec des nouveaux produits. Donc ça, c'est quand même un point important à avoir à l'esprit. Et puis, plus récemment, il y a deux innovations qui sont arrivées et qui peut-être représentent une vraie rupture et vont peut-être, en tout cas pour une d'entre elles, amener quelque chose au stade initial. La première, c'est l'immunothérapie. Alors l'immunothérapie dans le cancer colorectal, elle concerne 5% ou à peu près des malades, qui sont des malades qui vont avoir ce qu'on appelle une instabilité microsatellitaire, c'est en fait une tumeur avec énormément de mutations et qui sont des tumeurs dont on sait qu'elles sont particulièrement répondeuses à l'immunothérapie dans l'ensemble des cancers. Et c'est vrai que pour ces cancers-là, on a une réponse assez phénoménale à l'immunothérapie, et y compris au stade initial, puisqu'il y a même deux essais l'an dernier qui ont montré que dans des cancers du rectum, en néoadjuvant, donc avant la séquence de radiochimiothérapie et de chirurgie, il y avait eu des tests d'immunothérapie. Et en fait, l'immunothérapie a tellement bien fonctionné que la majorité, voire dans un des essais, la totalité des malades étaient en rémission complète après un temps court d'immunothérapie, y compris des malades qui, pour une bonne partie d'entre eux, n'ont pas été opérés, avec des équipes qui les suivent, qui ont maintenant de l'ordre de 2 ans de recul et qui, au bout de 2 ans, ont encore dans cette série un nombre important de patients qui n'ont pas été opérés. Donc ça ouvre l'idée de se dire que si demain on sait identifier ces patients, on a peut-être un traitement médical exclusif par immunothérapie pour guérir les patients. C'est effectivement une voie d'espoir importante dans le cancer du rectum, qui est quand même un cancer pour lequel on a des séquelles importantes parfois de la radiothérapie, de la chirurgie, avec la question de la conservation sphinctérienne et d'une qualité de vie correcte par la suite. Donc ça, c'est un point effectivement extrêmement important, parce que toute cette voie de désescalade thérapeutique, c'est aussi un des axes essentiels de la stratégie décennale de lutte contre les cancers. Et puis, la dernière innovation qui est arrivée pour les cancers colorectaux, mais pour les autres aussi, c'est pour les patients traités par chimiothérapie, par radiothérapie, la possibilité, grâce à des applications de télésurveillance, eh bien, de mieux gérer le traitement, ce qui veut dire à la fois moins de toxicité, plus d'efficacité. C'est des applications qui ont montré qu'elles réduisaient le taux d'hospitalisation en urgence, qu'elles amélioraient la qualité de vie, qu'elles amélioraient même la durée de survie dans certains essais. Et donc, dans une maladie comme le cancer colorectal, où la réalisation optimale de la chimiothérapie peut parfois permettre d'amener à la chirurgie des métastases et donc à la guérison même au stade métastatique, c'est effectivement particulièrement important d'être très scrupuleux dans le suivi de cette période de chimiothérapie. Et donc, probablement que la télésurveillance a un intérêt tout particulier chez ces patients-là. Alors tout ça, c'est des thérapies habituelles, encore que une application mobile, c'est pas totalement habituel.
Mais de plus en plus, on adjoint, et on doit le faire, hein, c'est normalement réglementairement obligatoire pour les établissements autorisés au traitement du cancer, des soins de support. Et parmi ces soins de support, il y en a un qui est plus qu'un soin de support, c'est un vrai soin actif, c'est l'activité physique, parce que on peut parler de soins actifs puisque non seulement on va observer des effets bénéfiques multiples, mais aussi un bénéfice en survie. Alors, l'activité physique dans le cancer colorectal, comme dans le cancer du sein par exemple, dans le cancer de la prostate, dans le cancer de l'endomètre, on va observer que ça réduit la masse grasse, que ça permet un meilleur contrôle du poids, que ça permet le renforcement musculaire, et tous ces paramètres-là vont jouer sur des paramètres métaboliques, immunitaires, dont on sait, sans avoir toujours le lien direct, mais qu'on va avoir la modulation de facteurs de croissance, d'insulinorésistance, qui vont à terme avoir un effet de régulation permettant une moindre croissance et un meilleur contrôle des cellules cancéreuses. Et puis, bah, ça permet aussi une meilleure qualité de vie, ça permet un meilleur contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires et des autres risques inhérents à la fois aux facteurs de risque communs que le patient pouvait présenter au départ, voire aux complications de traitement. Et surtout, comme je vous le disais, ça va permettre d'améliorer la survie. C'est-à-dire que autant on sait que l'activité physique a un rôle en prévention primaire, avec une diminution du risque de survenue d'un cancer colorectal qui est de l'ordre d'environ 20% pour les forts pratiquants versus les faibles pratiquants d'activité physique. Et en soins après traitement d'un cancer, on sait qu'il va y avoir un effet dose, que plus on va avoir d'activité physique quotidienne, activité sportive, plus on va augmenter la dose, plus on va réduire le risque de récidive avec une réduction qui peut atteindre de l'ordre d'un peu plus de 35%. Donc, c'est vraiment pas négligeable. On est sur des ordres d'efficacité qui sont ceux de la chimiothérapie adjuvante. Donc, c'est un vrai traitement. Alors, ça n'est pas additif. Il va y avoir une part de recouvrement, mais ça peut apporter quelque chose de supplémentaire. Donc, c'est vraiment un point important. On a la chance maintenant, grâce au système de sport sur ordonnance et grâce au forfait après cancer, de pouvoir prescrire cette activité physique et d'avoir pour les patients une prise en charge de l'évaluation en activité physique, une évaluation diététique et éventuellement des séances ensuite de suivi et une évaluation psychologique et éventuellement des séances de suivi. Donc, tout n'est pas encore parfait, tout n'est pas organisé totalement dans toutes les régions. Tout le monde n'a pas encore ce réflexe de prescription. Il faut aller vers ça parce que c'est vraiment une chance supplémentaire que l'on peut offrir aux patients d'améliorer leur chance de guérir de ce cancer colorectal et d'éviter des récidives, d'éviter d'autres cancers, d'éviter des maladies cardiovasculaires. Donc, c'est vraiment un bénéfice en santé extrêmement important.